Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, après 3 ans passés au pouvoir, quel bilan peut-on faire de la gouvernance du président gambien Adama Barrow? Ce que l'on sait du moins, c'est qu'il a l'intention de prolonger son mandat à la tête du pays de 2 ans. Le président Barrow et ses supporters nourrissent de grandes ambitions pour l'avenir. L'Afrique subsaharienne comprend les 10 économies du monde où les adultes disposant d'un compte d'argent mobile sont plus nombreux que ceux ayant un compte dans un établissement bancaire. Le mobile money, un outil qui, selon un rapport de l'opérateur Vodacom, contribuera à l'autonomisation des personnes grâce à l'inclusion financière. Et puis en République démocratique du Congo, rencontre en fin d'édition avec la génération des innovateurs, un groupe de jeunes entrepreneurs qui œuvrent pour le développement durable via la mise en place de projets innovants qui prennent en compte la protection de l'environnement. Investi le 18 février 2017, Adama Barrow incarnait alors l'espoir d'une nouvelle Gambie débarrassée de 22 ans de règne sans partage de l'ancien président Yahya Jammeh. La coalition qui l'avait porté au pouvoir avait convenu que le candidat élu devait démissionner au bout de 3 ans. Promesse que le président gambien ne compte pas honorer, confortée par la Constitution qui lui garantit un mandat de 5 ans. Situation qui risque de fragiliser davantage le paysage politique gambien. Ameneji. Le président gambien Adama Barrow compte depuis ce 1er décembre 2019 3 années à la tête de la magistrature suprême. Une arrivée au pouvoir conclue par le biais des urnes après 22 ans de régime dictatorial sous le président Yahya Jammeh. Le peuple gambien, à la quête notamment de libertés individuelles, a sans doute choisi cet homme de 54 ans après qu'il leur ait promis entre autres le respect des droits humains. On peut parler d'un bilan honorable malgré les conflits d'intérêts émanant de la coalition politique qu'il a amené au pouvoir. Je pense qu'on a quand même un changement considérable de nos libertés individuelles en Gambie. Je crois que nous sommes vraiment dans une phase de réconciliation nationale et le président Adama Barrow essaie d'unifier le pays. Le président Barrow avait initialement annoncé qu'il ne ferait qu'un mandat de 3 ans jusqu'en janvier 2020. Il a ensuite déclaré qu'il irait jusqu'au bout de son quinquennat en janvier 2021 contre l'avis de responsables du camp UDP, l'ayant soutenu pour son accession au pouvoir face à Yahya Jammeh. La tache noire, si vous voulez, c'est vraiment le conflit d'intérêts sur le plan politique qui empêche le président Adama Barrow de respecter ses promesses électorales. Le président Adama Barrow dit que finalement, il va aller au bout de son mandat constitutionnel de 5 ans. Malheureusement, il n'honorera pas sa promesse. Adama Barrow avait été déclaré vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016 face à Yahya Jammeh. La Gambie fut plongée dans une grave crise politique depuis que le président Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection présidentielle, une semaine après avoir pourtant félicité son adversaire pour sa victoire. Après des semaines de négociations avec la communauté internationale, l'homme de Kanilaï finit par rendre le tablier le 21 janvier 2017. Le président ivoirien Alassane Ouattara continue de maintenir le suspense sur son éventuelle candidature à la présidentielle de 2020. S'il a réitéré sa volonté de passer la main du pouvoir, Alassane Ouattara précise qu'il se présentera au scrutin de 2020 si certains de sa génération présentaient leur candidature. Sont notamment visés par ses propos les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Les précisions de Philomentine. Si ceux de sa génération sont candidats à la présidentielle ivoirienne de 2020, alors le président Alassane Ouattara le sera aussi. Le chef de l'État ivoirien a fait cette déclaration, dit-il, pour faire comprendre à toute sa génération que leur temps est passé. Âgé de 77 ans, Alassane Ouattara aura en 2020 déjà accompli 2 mandats. La configuration particulière du paysage politique de la Côte d'Ivoire est telle que quand 2 des 3 grands partis se mettent en coalition, leur chance de gagner les élections est pratiquement de 90%. Et nous pensons que c'est ce qui rend le président Ouattara dubitatif quant à sa participation au présidentiel de 2020. Selon certains observateurs, les éventuelles candidatures des ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui obligeraient le chef de l'État ivoirien à se présenter constituent une nouvelle ambiguïté. Le président Ouattara a assuré que la Constitution ne sera pas modifiée pour empêcher à qui que ce soit d'être candidat. Ceci à 11 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Poser le principe de sa participation ou non
aux échéances électorales relativement à ses adversaires pose le problème de la suprématie du président par rapport à la Constitution. Le président de la République de Côte d'Ivoire est-il ou tire-t-il sa légitimité, sa légalité de la Constitution ivoirienne? Telle reste la question posée. À noter que le président ivoirien Alassane Ouattara s'est dit favorable à l'instauration d'une caution à 200 millions de francs CFA et d'un parrainage afin de réduire le nombre de candidats à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, la conférence des partenaires au développement des Comores, la CEPAD, s'ouvre ce 2 décembre à Paris, en France. Événement qui se tiendra sur 2 jours et qui rassemblera partenaires techniques et financiers des Comores, entrepreneurs et investisseurs internationaux, PME et acteurs du Made in Comores. 2 journées pour découvrir toutes les opportunités qu'offre le pays. La Convention internationale sur les mines, l'énergie et le pétrole CEMICA Libéria s'est clôturée ce samedi 30 novembre à Monrovia. Événement qui rentrait dans le cadre de la stratégie de séduction mise en place par le président George Weah pour attirer les investisseurs via la valorisation du secteur énergétique libérien. Objectif, parvenir à une meilleure gestion des ressources naturelles du pays. Angelo Megno. Le Libéria veut valoriser son secteur énergétique. Pour attirer les investisseurs, les autorités libériennes ont organisé une rencontre autour du CEMICA, le Salon international des mines, de l'énergie et du pétrole. Le CEMICA, un événement qui réunit les principaux acteurs des industries minières, énergétiques et pétrolières d'Afrique pour discuter de l'avenir de ces secteurs clés du continent. La croissance récente du secteur minier montre qu'il est possible de contribuer de manière significative à l'emploi, à la génération de revenus et au développement des infrastructures. Néanmoins, la mise en valeur de ces ressources minérales a des impacts environnementaux qui méritent d'être pris en compte. La hausse des produits de base et de première nécessité a déclenché depuis quelques mois une vague de contestation contre la gouvernance du président George Weah. Lors du CEMICA, ce dernier a exhorté les investisseurs à venir puiser dans les réserves minérales de son pays pour un investissement mutuel bénéfique. Nous voulons attirer des investisseurs dans les secteurs de l'énergie, des mines et du pétrole de notre pays. Nous n'avons pas les ressources financières nécessaires et nous dépendons encore de nos partenaires externes qui nous ont donné la garantie d'investir et de développer ces ressources. Les perspectives économiques sont positives. La croissance du PIB réel devrait passer à 4,7% en 2019 et à 4,8% en 2020, soutenue par une croissance modeste de l'agriculture, de la pêche et des services. L'inflation devrait encore diminuer pour s'établir à 10,5% en 2019 et à 9,5% en 2020, en raison notamment d'un taux de change stable et de politiques monétaires et budgétaires prudentes. S'inscrivant en complément aux services bancaires traditionnels, l'argent mobile continue de stimuler la croissance économique et de générer des bénéfices sociaux en Afrique. Selon le rapport sur la pérennisation des services financiers mobiles publié par l'opérateur des télécommunications Vodacom, le développement du mobile money sur le continent contribuera à l'autonomisation des personnes grâce à l'inclusion financière. Lélie Bessa. Suite au faible taux d'accès de la majorité des populations africaines aux services des banques classiques, l'arrivée du mobile money, qui a représenté une opportunité rapide à saisir, connaît une croissance fulgurante. Selon le rapport sur la pérennisation des services financiers mobiles, publié par l'opérateur de télécommunications Vodacom, le développement du mobile money déployé contribuera à l'autonomisation des personnes grâce à l'inclusion financière. Le mobile money est effectivement un grand facteur d'inclusion financière et d'ailleurs les chiffres le montrent. L'inclusion financière a très rapidement atteint 40% en Afrique selon la plateforme Making Finance Work for Africa. Le mobile money est soupçonné d'avoir contribué à cette augmentation à hauteur de près de 60%. Lancé pour la première fois au Kenya en 2007, l'argent mobile continue de générer de la croissance économique et des bénéfices sociaux en offrant l'accès aux services financiers aux millions de personnes qui possèdent un portable mais qui n'ont aucun accès ou qu'un accès limité à un compte bancaire. Le mobile money peut poser un ensemble de contraintes légales. Ces contraintes peuvent avoir trait à la sécurité des transactions, ça peut avoir trait à la surveillance des multifinancements. Il faut s'assurer qu'on ne finance pas le terrorisme. Il faut s'assurer que
il n'y ait pas de l'argent qui est créé sans contrepartie. Avec l'adoption généralisée de la téléphonie mobile, l'argent mobile s'est avéré être une plateforme d'opportunités économiques. Il offre un moyen sûr et abordable d'envoyer et recevoir de l'argent, recharger une carte de prépaiement, payer des factures, encaisser un salaire et obtenir un prêt de courte durée. Le trafic aérien au beau fixe au Kenya, c'est du moins ce qui ressort du rapport rendu public par la Kenya Civil Aviation Authority. Sur l'exercice 2018-2019, les aéroports du pays ont traité plus de 12 millions de passagers, en hausse de 9,5%. Progression qui s'expliquerait notamment par l'introduction des transporteurs à bas prix, qui a ainsi facilité la croissance du nombre de passagers sur le réseau domestique. Les précisions d'Aïssatou. Au Kenya, le trafic aérien affiche de bonnes performances. Il ressort des chiffres rendus publics par la Kenya Civil Aviation Authority que le pays a enregistré 12,2 millions de passagers au cours de l'exercice 2018-2019, en augmentation de 9,5% en glissement annuel. On note une hausse de 12,2% sur le marché domestique et 7,6% pour les vols internationaux. L'introduction des transporteurs à bas prix a facilité la croissance du nombre de passagers sur le réseau domestique. Le transport aérien a continué de croître et de contribuer davantage à la création d'emplois et à l'intensification des échanges commerciaux avec d'autres pays. Avec 410 000 emplois, l'aviation représente 4,6% du produit intérieur brut kenyan, soit environ 3,2 milliards de dollars. Le secteur pourrait générer plus de 449 000 emplois supplémentaires d'ici 2037. En effet, depuis quelques années déjà, le gouvernement kenyan a initié un vaste programme national de mise à niveau des plateformes aéroportuaires nationales et internationales. Il faut constater aussi qu'il y a un certain engouement au niveau des compagnies kenyanes. C'est le cas de Jambo Jet, la filiale low cost de Kenya Airways, qui a tout récemment ouvert une nouvelle ligne à destination de Kigali au Rwanda. Tout cela mis ensemble permettra donc au Kenya de tirer profit de cette croissance qui est annoncée. Il faut souligner que le Kenya détient environ 80% des parts de marché dans la région de l'Afrique de l'Est et compte plus de 70 exploitants aériens, selon la Kenya Civil Aviation Authority. Se lancer dans le développement durable en donnant une seconde vie aux déchets plastiques. En République démocratique du Congo, plusieurs développeurs sont dans cette optique. Ils étaient notamment réunis ce samedi 30 novembre 2019 à Kinshasa au sein de l'initiative 100 entre recycleurs pour présenter leur projet. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La rencontre a réuni ce samedi 30 novembre 2019 à Kinshasa les développeurs des projets. Dénommés sans entreprise cycleurs, plusieurs projets porteurs du développement ont été mis en lumière. Exposition, échange d'expériences, une fructueuse rencontre qui a démontré le génie des jeunes Congolais capables de relever les défis du développement. Prince Bossio Bongo, jeune développeur, a présenté son projet de pavés à base de déchets plastiques. Aujourd'hui, il y a de jeunes, ou soit au niveau des ménages, les gens jettent des poubelles par-ci par-là. Alors, vu les risques de ces quantités de immondices, nous avons dit de commencer à transformer ces déchets plastiques en pavés. Dans un contexte où la ville de Kinshasa s'est lancée dans une vaste opération de salubrité d'une part, mais aussi des dégâts causés par les déchets en plastique, la GENI, Génération Nouvelle des Innovateurs, qui a organisé cette rencontre, veut pousser les jeunes à entreprendre dans le secteur de l'environnement. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est regrouper un grand nombre de jeunes pour les emmener à entreprendre, mais pas dans n'importe quel secteur, dans les secteurs de l'environnement, notamment domaine de prédilection, recyclage de bouteilles en plastique. Pourquoi? Aujourd'hui, les bouteilles en plastique posent problème dans nos villes. Ça bouche nos caniveaux, favorise les inondations, crée des morts. Avec des projets novateurs exposés dans 100 entreprises cycleurs, une seconde vie aux déchets plastiques est possible pour un développement durable. Aux autorités de soutenir ces projets afin de donner des résultats probants selon les analystes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.